libéral du Canada, ça s'est ouvert hier soir. Ça s'est ouvert hier soir et il y a cette deuxième journée qui va s'amorcer aujourd'hui. Évidemment, il y avait beaucoup de dossiers à discuter, mais ce qui a retenu l'attention hier, c'est surtout la venue de Marilyn Gladu, cette autre transfuge qui est passée des conservateurs vers les libéraux, la 4e, la 5e au total transfuge qui rapproche dangereusement Mark Carney de la majorité, et c'est ce qui a retenu l'attention jusqu'à maintenant. Le premier ministre qui a dû défendre un peu sa décision d'aller recruter dans ses rangs cette ancienne députée conservatrice. Elle a été 11 ans au sein du Parti conservateur et elle a eu des positions par le passé qui ont été assez critiquées, même par les libéraux eux-mêmes, notamment concernant même l'avortement. Dans le Parti conservateur, c'est ça, elle faisait partie de l'aile plus conservatrice sociale, anti-avortement, thérapie de conversion, elle a trouvé ça correct. Voilà. Dans la pandémie, elle était plutôt du côté anti-mesures, anti-vaccins. Elle était du côté des convois de la liberté, exactement. Comme, et là, elle a dû un peu se défendre. Elle a dit qu'elle était pro-choix dorénavant. Elle a affirmé du bout des lèvres, là, je dirais. Mais elle a dit qu'elle allait voter sur toutes ces questions-là, elle allait voter avec le Parti libéral, avec exactement, le gouvernement. Qu'elle allait respecter la ligne de parti. Et Mark Carney, ce qu'il a dit, c'est que ce qui est important, c'est que la politique du gouvernement et les valeurs du gouvernement du Parti libéral, c'est ça qui est important, que le Canada est un grand pays diversifié et qu'il représentait un peu tout le monde. C'est juste que on entend que des libéraux eux-mêmes s'étonnent. C'est quand son nom est sorti, parce qu'on a dit beaucoup, les conservateurs sont déprimés, sont un peu comme désarçonnés, et quand le nom sort, tabarouette, une autre députée qui nous quitte puis qui traverse l'autre bord. Mais dans ce cas-ci, on dit, mais il y a des libéraux aussi, quand ils ont entendu le nom, qui ont dit, ah ouais, Marilyn Gladu s'en vient avec nous autres, ah. Ouais. Il y en a qui se demandent si Mark Carney n'est pas prêt à aller un peu trop loin, justement. Hier, son point de presse au port de Montréal, la Verchères, sur l'agrandissement du port de Montréal, ça a dérapé pas à peu près avec les journalistes. Puis à la fin, les journalistes étaient rendus à lui demander, mais M. Carney, est-ce que vous prendriez n'importe qui? Là, pour avoir un vote de plus, là, pour devenir majoritaire, est-ce que vous prendriez n'importe qui? Peu importe ses positions passées, peu importe ses votes passés au Parlement. Puis là, il répétait ce que tu as dit tout à l'heure, tant que les gens respectent les valeurs libérales. Mais bon, disons que c'est... C'est ce qui a retenu l'attention. C'est la transfuge la plus compliquée là, jusqu'à date là, pour Mark Carney. Remarque que le fait qu'elle quitte le caucus conservateur, c'est compliqué aussi pour Pierre Poilievre parce que lui, c'est une saignée là, qui se continue. Ça vient fragiliser son leadership. Voilà. Et là, il y en a qui se demandent s'il devrait partir, mais en même temps, s'il part, plusieurs disent que ça signifierait la fin du Parti conservateur du Canada. Lui, il reste combatif. Il dit qu'il n'a pas l'intention de quitter son poste, qu'il a obtenu un mandat de 8,3 millions de Canadiens aux dernières élections. Il veut respecter son mandat. Et lui, ce qu'il dit, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une élection partielle aussitôt qu'un député change de camp à la Chambre des communes. Il dit que c'est comme si on avait un peu annulé le vote des derniers mois. Donc, il y a beaucoup de gens qui pensent ça. C'est sûr que lui, mettons, quand il sort ça aujourd'hui, il a un peu l'air du gars, c'est que c'est circonstanciel, là. Il est devenu en faveur de cette mesure-là parce que là, les transfuges, ça commence à le faire suer. Mais il n'y a pas tort. Là. Je veux dire, il n'y a pas tort quand il dit qu'il y a un non-respect de la volonté populaire. C'est parce que les gens ont élu un conservateur. Il y a moins d'un an. Une conservatrice. C'est ça. Puis là, il se retrouve avec une libérale. C'est encore tout récent. Oui, puis on avait ouvert les lignes là-dessus, puis c'était quasiment... souvent, là, c'est 50-50 sur nos sujets. Là-dessus, c'était quasiment unanime. Tout le monde était choqué. Que les gens étaient soit conservateurs ou pas, ils étaient choqués d'un changement de parti comme ça, tout de suite après l'élection. Tu vires de bord, mais bon, c'est quand même fragilisant. Ce qui protège la job, pour ce qui est de M. Poilievre et de sa sécurité d'emploi, ce qui protège sa job de la façon la plus solide pour l'instant, c'est que personne ne la veut. Non, mais c'est vrai. On me disait, tu sais, les conservateurs, quand ils rêvent, mettons, à des Mark Mulroney, là, le fils de Brian, quand on va voir ces gens-là aujourd'hui, ils disent, non, je vais pas aller me présenter contre Mark Carney avec la popularité de Carney, puis il fait plutôt une bonne job, puis je n'irai pas me mettre la face là.
Fait que, tu sais, il n'y a rien qui est plus sécuritaire qu'une job que personne d'autre veut. Là. Fait que c'est ça. Pour l'instant, c'est ça qui fait que Pierre Poilievre n'est pas menacé. Mais ça a descendu vite pour Pierre Poilievre parce que juste avant Carney, il y avait le vent dans les voiles. Il était au sommet. Port de Montréal, l'agrandissement de Contrecœur. Donc, hier, M. Carney qui a confirmé l'appui du fédéral. Oui, un prêt de 1,16 milliard de la Banque d'infrastructure du Canada pour l'agrandissement, l'expansion du port de Montréal à Contrecœur. Oui, c'est un projet total là, de 2,3 milliards de dollars. Il manque encore donc 660 millions pour compléter le financement. Et là, la première pelletée de terre a été reportée à l'été prochain. Et tout ça survient parce qu'il était là hier pour annoncer ça, sans la PDG, en fait. Oui, parce que c'est un port de Montréal avec pas de PDG. Pas de PDG. Il y a du mystère autour de ça. Il en reste toujours parce que c'est il y a une semaine, en fait, qu'elle a été congédiée. C'était vendredi passé. Bon, on sait pas pourquoi. Sans explication. C'est un communiqué de quelques lignes. On explique. Puis encore aujourd'hui, personne ne s'explique qu'est-ce qui s'est passé. Même le syndicat dit c'était une PDG dévouée à sa place. On comprend rien de ce qui s'est passé. Départ forcé. C'était une PDG, ils disent dévouée, tout ça, mais dans une période critique, où tu agrandis, c'est pas de la gestion petit train-train quotidien du port, là, c'est un projet d'agrandissement majeur. C'est elle qui devait piloter ça. Que se passe-t-il? Et quelques semaines avant, il y avait eu le départ du vice-président au développement et à l'exploitation, principal responsable de ce projet d'agrandissement du port à Contrecœur, qui était parti aussi. Donc là, tu n'as plus la présidente, tu n'as plus la vice-présidente. Non, il y a un gros point d'interrogation. On sait pas ce qui se passe. Retour sur Terre en fin de journée aujourd'hui, c'est une chose que bien des gens vont surveiller. Retour sur Terre d'Artemis. Oui, parce que c'est une période critique, en fait, le retour sur Terre. L'entrée dans l'atmosphère. L'entrée dans l'atmosphère, ça se fait pas sans risque. Et ils vont être de retour, donc 20h07 heure d'ici. C'est l'amérissage qui est prévu dans l'océan Pacifique au large de San Diego, en Californie. Ils reviennent après 10 jours dans l'espace d'un voyage de plus de 400 000 km de nous et pendant 13 minutes, la capsule Orion va traverser l'atmosphère à 38 000 km/h, exposée à des températures de 2700 degrés. On va retenir notre souffle. Il va y avoir une émission spéciale, entre autres, sur les ondes de LCN ce soir pour suivre ce retour-là. T'en sais quelque chose. Oui. Oh, c'est toi qui vas être à la barre. Non, c'est pas moi qui serai à la barre, mais je serai là en soirée aussi. Pour le 22h. Charles-Antoine, 50e but, Cole Caulfield, ça s'est fait hier soir et pas encore là. On a dit la plupart de ces buts ont été des buts importants dans les matchs. Quel but important hier? Ouais, et tu fais très bien de le souligner. Bon, devant ses partisans, première fois de l'histoire sur cette patinoire. Première fois en 36 ans. La dernière fois, c'était Stéphane Richer. Qui avait fait son 50e sur la route. Exact, les deux fois. Parce que Stéphane Richer en a 2,50 là, en 3 saisons, les 2 fois sur la route. Devant Vasilevski, gardien qui a le plus de victoires cette année dans la Ligue nationale de hockey. Aidé de Slavkovski et de Suzuki qui, eux également, ont atteint des plateaux. C'est une symbolique forte. Hein? Symbolique très, très forte. Dans un match énorme, devant son père, devant Mark Carney, devant le lutteur Kevin Owens. Les deux gars qu'on a vus après le but, c'est son père avec les yeux dans l'eau là, qui se pleurait, puis Kevin Owens et Mark Carney, qui s'adonnait à être au Centre Bell avec une casquette du Canadien. Vous voyez son père, là, les gens qui ont l'image, c'est celui avec la casquette des Brewers de Milwaukee, puisque Cole Caulfield vient du Wisconsin. 25 ans, 5 et 8, 175 livres. C'est hallucinant. Il a marqué des buts comme ça avec l'équipe nationale de développement. On se disait, ouais, mais c'est en début de carrière. Il a marqué des buts comme ça dans la NCAA. On s'est dit, oui, mais c'est seulement universitaire. C'est pas la Ligue nationale. Ben, il l'a fait hier. 50 buts en 78 matchs. Là, pour les férus de statistiques, Stéphane Richer l'avait fait en 72 et 75 rencontres à l'époque, à la fin des années 80. Magnifique moment. Puis ce qui est paradoxal, parce que il pourrait devenir également le premier joueur de l'histoire du Canadien à gagner le trophée Maurice Richard, remis au meilleur buteur de la Ligue. McKinnon est à combien, là? 52, et hier, dans un filet désert, McKinnon. Il en a 6, Nathan McKinnon, dans un filet désert, alors que Cole Caulfield en a 0. 0 pendant la saison, 0 en carrière. Mais il y a aussi une double symbolique, si jamais il est en mesure, parce que là, il est libéré. Là. Son compteur est réouvert. Là. Il ne peut que
prendrait un tour du chapeau, là. Exact. Mais imaginez, parce que le trophée Maurice Richard matchs. a été remis à la Ligue par le Canadien à la fin des années 90. Donc, il n'y avait jamais un joueur du Canadien qui a gagné le trophée Maurice Richard qui l'avait fait en 50 matchs. Et écoute, si vous êtes fan de numérologie, là, c'est la 13e saison de 50 buts dans l'histoire du Canadien. Porte le numéro 13 depuis le décès de Johnny Gaudreau, son bon ami. Je vais te lancer dans un débat éthique et philosophique. Dernier match, il est égal à McKinnon. Le Canadien mène 3-2. Ben oui, tu l'embarques, ça n'a pas de Il sens. enlève Ben oui. L'adversaire enlève le gardien. Ah oui. S'il y a 4 minutes à faire, pas de gardien, Cole Caulfield doit être sur la patinoire les 4 minutes, pas de gardien. Je trouve ça bien que le 50e a été fait de façon conventionnelle. Mais pour gagner le trophée Maurice Richard, quand l'autre gars en a 6 dans tes filets déserts. Ouvre les valves, dis à Caulfield d'enlever son casque, il lui marque avec les cheveux au vent. Non, mais tu sais, puis quelques instants plus tard, Slafkovský marque son 30e, aidé de Nick Suzuki. Suzuki rejoint Guy Lafleur, 70 passes en une saison, ça s'était pas fait depuis Guy Lafleur. Slafkovský qui atteint le 30 buts et surtout une énorme victoire parce que dans tout ça, là, le Canadien est allé chercher 2 points qui leur permettent de devancer le Lightning. Ça fait soirée longtemps. Parfaite. Soirée parfaite. Tu sais, je me suis souvenu de la soirée de la Saint-Jean. Phil Dano, la pizza, mais il y avait 5000 personnes dans le building. Je me suis souvenu de la soirée, la remontée contre les Rangers où Kovalev avait marqué justement pas de casque. Ça fait partie des grandes soirées au Centre Bell, là, des 30 dernières années. Merci Isabelle Chantecom qui veut faire annuler sa peine. Ça, là, c'est quelle histoire. Il conteste la condamnation et sa peine de prison. Donc, ses avocats étaient de retour hier devant le tribunal fédéral pour essayer de diminuer sa peine. On sait que présentement, il purge 4 ans de prison. Il doit payer amende de 500 000 dollars américains. On sait qu'il avait été acquitté des chefs d'accusation de trafic sexuel de racket. Donc, ça avait même éviter le pire. Oui. 4 ans de prison, c'est pas tant que ça, rien. compte tenu de la gravité des accusations auxquelles il avait fait face. Et voilà. Mais là, ce qu'on dit, c'est ben non, mais là, faut prendre en compte que dans le fond, ce que faisait Sean Diddy Combs, là, c'est du voyeurisme et de la pornographie amateur. Donc, tu sais, les fameuses soirées, là, les freak-off dans les soirées d'hôtel, c'était chorégraphié, il y avait des costumes, des jeux d'éclairage, c'était filmé, c'était comme de la pornographie amateur. Donc, pour ça, il faudrait revoir. Donc, c'est pas 50 mois de prison, mais ça devrait être 15 mois de prison. Quand on regarde les infractions similaires, la peine présentement de 4 ans est beaucoup trop sévère. Faut pas qu'il soit puni pour des affaires qui ont été inculpées. Et le juge, dans l'affaire, dit, ouais, c'est un contexte qui est plutôt difficile à analyser. Donc là, on est en train de revoir ça présentement. Les avocats de Sean Combs réclament donc l'acquittement sur les accusations liées à la prostitution, un nouveau jugement. Bien sûr, du côté des procureurs, on souhaite que la Cour d'appel confirme la condamnation de la peine. Mais là, on passe du temps. On est en train de reviser un dossier qui a déjà pris du temps. Je sais jamais quoi penser parce que il y a un point où les gens qui ont beaucoup de ressources financières comme ça peuvent tenter... Tu comprends? Tenter quelque chose, même avec des probabilités de succès minces. Mais c'est dégueulasse. Ouais, même avec des probabilités de succès limitées, qu'une personne normale dirait, mais tu sais, je vais pas mettre X milliers ou dizaines de milliers de dollars dans une procédure qui a 2% de chance de réussite. Mais si t'es très riche, là, tu te dis, ben 2%, tu comprends, c'est comme à roulette. On va l'essayer, on va mettre des meilleurs avocats, puis on va essayer quelque chose. Mais tu sais, il a déjà évité le pire 4 ans, c'est rien avec tout ce qu'on a. Ouais, mais là, je comprends qu'il était acquitté. Il est en prison aux États-Unis, ça doit pas être le fun quand même. Là. Ouais, mais t'as rien qui est passé avant. Je sais bien qu'il l'a mérité, là, mais lui doit se dire, regarde, je vais essayer n'importe quoi pour... Mais tu sais, là, c'est de l'effectif, c'est des ressources, c'est du temps. Pour le système judiciaire? Ouais, mais là, peux-tu venir chez nous, dans notre système judiciaire, les gens avec beaucoup de moyens financiers qui gaspillent le temps de la cour?